Bonjour, une vidéo pour vous présenter la fin du cours sur les probabilités continues. Alors, nous avons découvert précédemment la loi normale, centrée, réduite. Mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, cette loi fait partie d'une plus grande famille de lois dites normales. Alors, voici cette loi normale, centrée, réduite. Et donc, on a déjà dit qu'on retrouve l'allure de courbe en cloche avec de nombreuses variables aléatoires qu'on rencontre dans la nature. Ça peut être la taille d'un individu, le taux de cholestérol, le diamètre d'un arbre dans une forêt, le poids d'une baguette qu'on achète chez le boulanger du coin, etc. Mais il est clair que ces courbes qu'on observe ne sont pas nécessairement centrées en zéro et la cloche qu'on observe va être plus ou moins évasée. Donc on va observer des courbes de ce type-là, de ce type-là. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la baguette. On pourrait imaginer que bon, une baguette qui pèse en moyenne 200 grammes, bon, l'allure a des chances de ressembler, disons que l'allure qui va correspondre donc au poids d'une baguette, on risque d'avoir donc un poids autour de 200 grammes, d'accord, et une allure de ce type-là, puisqu'en fait, il est peu probable que l'on rencontre une baguette qui fasse 300 grammes ou une baguette qui fasse 100 grammes. Alors, voilà, revenons à une allure plus normale. Alors, quel est le rapport entre la loi normale centrée réduite, que je vous ai montré avec laquelle on a débuté, et puis eh bien, d'autres lois normales, telles que celles que je viens de, enfin même celles qui sont sous vos yeux, celles que je fais varier comme ça. Eh bien, ce qui me permet de passer de la loi normale centrée réduite à une autre loi, ce sont deux paramètres qui varient et qui permettent d'obtenir toutes sortes de cloches avec toujours la même contrainte, c'est-à-dire que l'air sous la courbe est toujours égal à 1. Si je prends cette courbe-là, l'air sous la courbe vaut 1, celle-ci aussi, celle-ci aussi. D'accord? Alors, quels sont ces deux paramètres? En fait, on connaît déjà leur nom, on a déjà rencontré leur nom dans des années précédentes et même dans d'autres contextes. Ces deux paramètres, on les appelle moyenne et écart-type. La loi normale, donc, je vous disais, est caractérisée par deux paramètres. La moyenne. Alors, cette moyenne, on la note souvent petit m ou bien mu. Hein, ça, c'est la lettre mu. Et l'écart-type, on le note souvent S dans des exercices ou bien sigma, la lettre grecque. Pour la loi normale centrée réduite, la moyenne vaut 1 et l'écart-type vaut 0. Vous avez déjà rencontré dans les exercices la notation N01. Eh bien, on comprend mieux pourquoi on utilise cette notation. Hein. Le N01 signifie normal. Le 0 fait référence à la moyenne qui vaut 0. Et 1 fait référence à l'écart-type qui vaut 1. Reprenons notre courbe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je fais bouger la moyenne, eh bien, j'obtiens différentes courbes de ce type-là. Quand je fais bouger l'écart-type, j'obtiens des cloches, on va dire, plus ou moins évasées. D'accord? Alors, dans notre cours, comment est-ce qu'on va définir une loi normale quelconque? On va la définir en se ramenant à une loi normale centrée réduite par une transformation géométrique. Alors, supposons que x,
suivent une loi avec un certain paramètre mu qui vaut ici à peu près 5 et une certaine valeur de sigma. Bien. On voit bien que si je décale ma courbe de 5, j'obtiens ce qu'on appelle une loi centrée. Donc, en faisant grand X, qui est donc ma variable, qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma. Si je fais grand X moins mu, j'obtiens cette courbe-là. Et si ensuite je divise ce grand X moins mu par sigma, eh bien, je vais obtenir la loi normale centrée réduite. Voilà. Et c'est comme ça que je vais définir dans mon cours une loi normale quelconque. Alors, reprenons le cours. Voilà. Alors, lisons un peu qu'est-ce qu'on a écrit. La définition qu'on va donner d'une loi normale quelconque est la suivante. On dit qu'une variable aléatoire continue x suit la loi normale d'espérance mu. Alors oui, le terme qu'on utilise plutôt que moyenne, c'est également le terme espérance. Okay, on dit moyenne ou espérance. Donc, suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, lorsque la variable aléatoire x moins mu divisé par sigma suit la loi normale centrée réduite. D'accord? En fait, hein, je répète ce que je dis tout à l'heure. Hein, si j'ai une loi quelconque, alors reprenons le graphique ici. Voilà, voilà. Hein, en faisant x moins mu, je centre ma variable et en divisant par sigma, je vais me ramener à une loi normale centrée réduite. Voilà. Alors, est-ce que ça va nous servir souvent, cette définition? Oui, il y a un certain type d'exercice dans lequel ça va nous servir, mais ça restera assez rare et ce ne sont pas les exercices les plus faciles. Mais la plupart du temps, on verra que finalement, on peut faire des exercices sans connaître parfaitement cette définition. Mais elle est à retenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, on peut retenir la chose suivante. Hein, ça résume un petit peu la définition que j'ai donnée. X suit la loi normale mu sigma. Alors, en fait, ça, c'est une notation. Hein, une notation pour dire qu'on a une loi normale de paramètres d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc, x suit la loi normale de paramètres d'espérance mu et d'écart type sigma. C'est équivalent à dire que x moins mu divisé par sigma suit la loi normale centrée réduite. Alors, si vous cliquez dans votre cours sur ce lien, vous aurez accès à une animation GeoGebra du même type que celle-ci. Alors, le cours est presque terminé. Il nous reste à voir cette propriété-là qui est en bas de votre écran. Alors, pour la comprendre, on va reprendre GeoGebra. Donc, ici, on a la loi normale centrée réduite. Hein, vous voyez, c'est écrit là, mu égale, alors pas exactement 0,1, on va le modifier, on va dire exactement là. Voilà, mu égale 0, donc c'est l'espérance ou la moyenne, et sigma égale 1. Donc, en faisant varier mu, on obtient différentes courbes. Voilà. Alors, je n'ai peut-être pas assez insisté avant sur le fait que, en fait, cette valeur de mu, elle est tout à fait visible sur votre écran, puisqu'en fait, elle correspond au sommet de ma loi normale quelconque. Hein. C'est-à-dire que ici, vous voyez là, lorsque mu vaut 2,7, eh bien, le sommet de ma cloche correspond à la valeur 2,7. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à retenir. On a ainsi un aspect très visuel de l'espérance d'une loi normale quelconque. Alors sigma, bien sûr, c'est plus difficile à se figurer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, plus l'écart type est petit, plus la cloche va être pointue en quelque sorte. Hein.
Et plus l'écart type est grand, plus la cloche va être aplatie. Alors, c'est un peu normal. Quand on parle d'écart type, on parle d'écart. C'est-à-dire qu'en fait, quand sigma est grand, eh bien, ça veut dire que les écarts par rapport à la moyenne sont plus importants. C'est-à-dire qu'on a une probabilité plus importante de trouver des valeurs loin de la moyenne. Ce qu'on voit très bien avec une courbe, parce que je rappelle que l'air sous la courbe représente une probabilité, alors que lorsque sigma est plus petit, eh bien, la probabilité de trouver une valeur, des valeurs éloignées de la moyenne, cette probabilité est plus faible. Par exemple, là, il est clair que, vous voyez, avec cet écart type qui vaut combien ici? 0,3, donc très faible, la probabilité que x soit entre 3 et 4 est relativement faible, elle correspond au petit bout d'air qui est là. Par contre, si j'avais pris un sigma plus grand, eh bien, la probabilité d'être entre 3 et 4 est beaucoup plus importante. D'accord? Bien. Alors, j'en viens aux dernières propriétés du cours. Il y a quelque chose de remarquable, à savoir que si je m'intéresse pour une valeur de m quelconque, une valeur de sigma quelconque, à la probabilité que x soit entre m moins sigma et m plus sigma, ce que je vais tout de suite faire figurer ici. Vous voyez là, j'ai représenté, ce point-là représente m moins sigma, on a 3,1, 3,1 moins 0,9, ça correspond à la valeur qui est là, et 3,1 plus 0,9, ça correspond à la valeur qui est là, vous voyez, 4. Eh bien, en fait, donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'air vaut 0,683. Est-ce que c'est un hasard? Eh bien, pas du tout. Regardez, si je fais bouger sigma, évidemment, tout bouge en conséquence, mais l'air qui est entre m moins sigma et m plus sigma vaut toujours à peu près 0,68. Si mu bouge, bien entendu, ça ne change rien. Donc en fait, ce qu'on doit retenir, c'est quelle que soit la valeur de sigma, quelle que soit la valeur de mu, la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma, cette probabilité vaut à peu près 0,68. C'est ce qui figure ici. D'accord? Le résultat ici est donné à 10-2 près. Eh bien, si cette fois, donc regardez la ligne suivante, hein, on s'intéresse cette fois à x compris entre mu moins de sigma et mu plus de sigma. Revenons sur GeoGebra. Là, voilà. Eh bien, cette fois, on a voilà ce qu'on obtient. Donc là, cette fois, j'obtiens, j'ai figuré ici une aire qui correspond à mu moins 2 fois sigma, c'est-à-dire que là, vous voyez, si sigma vaut 1, et bien là, j'ai fait mu qui vaut 1,1 moins 2, hein, moins 2 fois sigma, moins 2 fois 1, et là, c'est mu plus 2 fois 1 ici. L'air vaut à peu près 0,95. Si sigma bouge, eh bien l'air reste la même. Si mu bouge, l'air reste la même. Donc on a un résultat identique à celui qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que quelle que soit la valeur de sigma, quelle que soit la valeur de mu, l'air entre mu moins 2 fois sigma et mu plus 2 fois sigma est égal à peu près à 0,95. Je ne reviens pas sur le cours, je vais tout de suite aller au dernier exemple qui concernait non pas mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, mais mu moins 3 sigma. Donc c'est l'air qu'on va observer donc ici. Voilà. Donc là, vous voyez, alors l'air n'est pas complète, hein. Si vous faites bien attention, il y a un petit bout qui n'est pas vert de ce côté-ci, et un petit bout qui n'est pas vert non plus de ce côté-ci. Mais en fait, là, par rapport à mu, on a 3 sigma d'un côté, moins 3 sigma de l'autre. Et ceci, quelle que soit la valeur de sigma. D'accord? Et là encore, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que la valeur de l'air reste la même, quel que soit mu, quel que soit sigma. D'accord? On revient à notre cours.
Et donc, voilà les trois résultats importants à connaître. D'accord? On verra en exercice qu'ils sont utiles à faire certains exercices. Voilà pour la fin de ce cours.